Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale Mercato. On voit beaucoup de rumeurs ces derniers temps, là il y a des rumeurs qui s'activent de plus en plus, qui prennent de l'ampleur on va dire. Donc il est temps pour moi de faire la vidéo Mercato idéale. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, vous avez dû le voir, il y a beaucoup de rumeurs hier qui sont sorties sur Dani Olmo, c'était déjà sorti, sachant qu'on a la priorité d'acheter Nico Williams, surtout après l'euro qu'il a fait, mais voilà, donc ça parle évidemment de Dani Olmo qui a fait un gros euro aussi, et voilà pourquoi pas le prendre, ça parlait de Mikel Merino aussi, ça parlait de plusieurs joueurs. Concrètement, je pense que sur ce mercato là, encore une fois, on n'aura pas une grosse marge de manœuvre, on n'aura pas de quoi acheter beaucoup de joueurs. Il y avait des rumeurs aussi de Kimmich, comme quoi Flick aimait beaucoup Kimmich. Xavi avant lui voulait le faire venir aussi, donc il y a cette volonté toujours de ramener Kimmich. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Je ne sais pas, sachant que Kimmich a un gros salaire. Est-ce que ça va être compliqué de l'enregistrer par rapport à la masse salariale? C'est possible. C'est quelque chose que je ne connais pas, je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec ces questions de comptabilité. Je ne suis pas mathématicien, ni comptable, ni quoi que ce soit, donc j'y connais pas grand-chose en soi. Je vais pas vous dire avec précision oui on va pouvoir enregistrer lui parce que si on réduit le coût des cacahuètes dans les distributeurs machin on pourra... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas envie de compter à l'euro près qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc concrètement, on est censé de base, on va parler de ça vite fait, avoir conclu le deal avec Nike. Ils vont probablement l'annoncer, c'est ce qui a été dit pendant la pré-saison là. Pendant la tournée aux US, ils vont annoncer le deal avec Nike. Si on a sorti les nouveaux maillots, c'est que d'un côté le deal avec Nike, il est fait logiquement. Donc on devrait pouvoir l'annoncer dans pas longtemps. Est-ce que ce deal avec Nike va nous permettre de revenir au 1 pour 1 ou est-ce qu'il faudra quand même vendre toujours le même truc, libéraux, machin, remplacer les libéraux avec le Barça Studio et tout ce bordel? On attend depuis 2 ans que... Mais bon. On n'est pas pressé comme on l'a dit. Donc là les rumeurs qu'on a soi-disant sur Nico Williams, c'est que Nico, on a déjà envoyé l'offre, on attend sa réponse. Soi-disant on pourrait presque l'annoncer la semaine prochaine. Ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, comme on dit, parce qu'on connaît le Barça quoi. On connaît le Barça. On sait qu'on a du mal, on sait que Tebas il est là aussi sur notre dos à surveiller le moindre. Lui il les compte les centimes, tu vois. Lui il est là en train de les compter, vous inquiétez pas. Donc je sais pas trop si on pourra annoncer Nico, mais on va parler déjà des profils dont on a besoin. On sait déjà, en termes de profil, je pense qu'on a tous les postes ou les profils en tête. Après, restent les joueurs, c'est les goûts, on va dire, de chacun ou la vision de chacun. On va parler aussi, évidemment, de la vision du coach principalement, par rapport surtout au numéro 6. Évidemment. Donc concrètement pour moi, on a besoin d'énormément de changements dans l'équipe. Concrètement, si vous me dites carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu peux faire venir le joueur que tu veux, tout ça. Je vais faire venir non seulement un ailier, non seulement un 6, mais aussi un attaquant, un gardien, voilà, des latéraux aussi. Je pense qu'on a besoin de latéral parce que Baldé sur le côté gauche, on va y venir après, on va regarder un peu l'effectif ensemble. Mais il y a des besoins. Il y a des besoins en tant que latéraux, surtout si, et ça c'est vraiment l'interrogation par rapport justement au profil et au coach, savoir si Koundé jouera latéral droit. Jouer latéral droit sous Xavi. Il a joué donc quasiment les deux dernières saisons. En début de dernière saison, il avait été replacé dans l'axe parce que je pense qu'il ne voulait plus trop jouer latéral. Et là, on a l'impression que Koundé, il s'y est fait. Dans sa tête, il s'est dit c'est bon, je vais jouer latéral. Il s'est vachement entraîné pour être latéral. Il a fait une grosse compétition cet été là, l'Euro monumental en tant que latéral. Maintenant, c'est un latéral plus défensif qui va plus travailler défensivement que offensivement. Donc, à voir aussi l'animation et ce que veut faire Flick évidemment. Je pense qu'il voudrait plus un latéral droit et un latéral gauche offensif, les deux latéraux offensifs. Un peu ce qu'on avait au Barça en début de saison avec Cancelo d'un côté et Baldé de l'autre. Donc on va voir tout de suite ensemble déjà notre effectif. Voici donc tous nos joueurs. Actuellement, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, si je n'oublie personne, on a ça comme effectif. Donc on va mettre Ferran de l'autre côté, comme ça équilibre. Ferran Torres, le tiburon, le petit requin, avec Ansu Fati. Donc là pour l'instant, à l'instant T, vous allez me dire Nico n'a pas signé. Nico n'a pas signé. Donc en ce moment, à l'instant T, nos deux ailiers, ce sont Ansu Fati et Tiburon Ferran Torres. En 9, Robert, le petit tigre. Lamine à droite avec Rafinha, le brésilien, brésilien. En 10, et ça va être le poste où on peut se poser des questions parce que là, pour l'instant, pareil, à l'instant T, Pablo Torre est là et ça fait beaucoup de monde. On a 4 joueurs pour un seul poste.
Déjà, d'avoir Pedri et Gundogan en rotation, c'est déjà quand même pas dégueu. Et puis c'est assez compliqué de gérer ça parce que mettre soit Gundogan, soit Pedri sur le banc, c'est compliqué. Puis derrière, on a Fermin aussi qui pointe le bout de son nez, qui a fait une bonne saison. Pour sa première saison en pro comme ça, il a plutôt été assez performant. Je pense que sous Flick, il pourrait prendre un petit peu plus d'ampleur. Flick qui joue plus avec vraiment un 10, avec un rôle différent. Et le 10 est très offensif généralement. Donc avoir un Fermin en numéro 10, ça peut être pas trop mal. À voir Pablo Torre en pré-saison, mais je pense que Pablo Torre va s'en aller. On va faire le tri après avec ceux que je pense qui vont partir ou en tout cas devraient partir. Donc 4 joueurs pour un numéro 10, c'est le double pivot qui pose un petit peu de questions. On a Frenkie, on a Oriol, et oui, El Grande qui va rester, hein, apparemment Flick lui fait confiance, voilà. Flick de toute façon, vous le savez, hein, il aime que les Espagnols. Gavi aussi de l'autre côté qui est blessé pour le moment, évidemment, Frenkie de Jong aussi, hein, Pedri aussi d'ailleurs, et Ronaldo aussi là. Et Casado en doublure évidemment, Casado qui est avec l'équipe première. Donc voilà, ça nous fait 4 joueurs pour 2 postes, et c'est pas le plus couvert non plus. Ensuite, latéral gauche, on a Baldé et Alex Valle qui a été prêté à Levante la saison dernière, qui a fait un bon prêt. Baldé qui a été blessé une bonne partie de la saison et qui est revenu en forme. On attend beaucoup de Baldé aussi sous Flick parce que Alphonso Davies, parce que Baldé, voilà, c'est des profils qui sont similaires, des profils tout en puissance, en vitesse, des latéraux qui sont assez offensifs, qui se projettent pas mal. Et on sait ce que Flick a fait avec Davies. Enfin, ça a été un personnage central assez important de son équipe dans le profil. Et Baldé, vu qu'il a un peu le même profil, on attend peut-être beaucoup aussi de Baldé sous Flick. En défense centrale, on a d'un côté donc Inigo, Christensen et Michael Faye. On a Araujo, Eric Garcia et Cubarsí. Donc là, on a beaucoup de centraux. Quand je regarde ça, je me dis, bon, on verra après qui on enlève. On a ensuite à droite, on a Koundé, Hector Fort et Julian Araujo. Et puis au cage, bon, j'ai pas mis les remplaçants, mais bon, on a Ter Stegen. Donc maintenant, savoir qui va sortir déjà de cet effectif, de qui on peut se passer, on va dire. Déjà, quand on voit Pablo Torre, je sais que beaucoup le soutenaient. Bon, maintenant c'est un peu fini, maintenant que Xavi est parti et qu'il y a Fermin, plus personne ne soutient Pablo Torre, tout le monde s'en fout. Bon, c'est étonnant, mais en tout cas, c'est un joueur de ce qu'on a vu dont on peut se passer. Quand on sait qu'en 10, on jouera probablement soit avec Pedri, soit avec Gundogan, soit avec Fermin. Bon, Pablo Torre derrière, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que s'il y en a un qui saute, c'est lui. Après, en attaque, je pense qu'on bougera pas. En termes de doublure, je pense qu'on a assez. C'est un peu léger pour les 9, connaissant le niveau de Robert et de Vitor Roque. On ne sait pas si Vitor Roque va partir. En prêt, en vente, on sait pas trop. Est-ce qu'il faut vraiment vendre ou prêter Vitor Roque, sachant qu'en doublure, on aura du coup Tiburon? C'est un peu l'edge, je pense. Et je pense que quitte à avoir mis tout notre argent sur Vitor Roque pour aucune raison, autant essayer d'en faire quelque chose et de le développer au mieux, quoi, tout simplement. Ensuite, c'est la défense. La défense qui pose, on va dire, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire de Michael Faye, Eric Garcia, on a Cubarsí, on a Ronald aussi. Est-ce que Ronald, il va partir? Est-ce qu'il va rester? Je pense concrètement, les gars, pour faire simple, que Ronald et Frenkie, déjà les deux interrogations, ils vont rester les deux. Je pense qu'ils partiront pas. Voilà. J'essaie de faire un mercato idéal, mais d'un autre côté, un mercato idéal qui serait assez réaliste. Parce que si je vous change tout l'effectif, je vous dis, on vend Ferran Torres, on le vend 50 millions. Frenkie de Jong, parce qu'il y en a plein qui sont dans ce délire-là, dire il suffit de vendre Ronald, on le vend 100 millions. Il suffit de vendre Frenkie de Jong, on le vend 120 millions. Ferran Torres, on a juste à le vendre 40, c'est bon. Personne ne veut acheter Ferran Torres, même pour 10 millions, tu vois déjà. Donc on part de ça. Ça sert à rien de partir dans des trucs, dans des scénarios improbables. On va essayer de rester quand même assez réaliste, et moi je pense sincèrement que Frenkie de Jong et Ronald ne partiront pas, déjà parce qu'ils ne voudront pas partir et parce que le club ne voudra pas les lâcher. Flick, il vient d'arriver, lui il considère probablement que Frenkie de Jong et Ronald sont des joueurs importants de l'équipe, et il perdrait 2 joueurs comme ça importants de l'équipe. Ça serait peut-être un peu trop pour lui aussi de commencer comme ça, disons, parce que derrière je suis pas sûr qu'on puisse acheter non plus énormément de joueurs. Même si Ronald et Frenkie partent, alors on va pouvoir aller acheter facilement peut-être Nico Williams,
peut-être par exemple Kimmich peut-être. Mais du coup, on n'aurait pas de remplaçant en défense et peut-être que Flick, lui, il voudrait un remplaçant en défense. Moi, je dis que on n'aurait pas forcément besoin d'un remplaçant à Ronald parce qu'on pourrait mettre Koundé dans l'axe, mais ça, on va peut-être en parler après. Donc voilà, déjà, on va en parler tout de suite en fait parce que dans les défenseurs centraux, en fait, on peut aussi compter Koundé. Koundé, si jamais on vendait Ronald, on mettrait Koundé dans l'axe et il n'y aurait pas de problème. Donc là, j'ai mis Inigo, mais c'est pas forcément lui le titulaire. Hein. Je pense que ça serait soit Christensen, soit Koubarsi. Donc si jamais on vendait Ronald, on pourrait mettre Koundé. Koundé, on le sait, là, il peut jouer à droite, comme je l'ai dit. Sauf que si Flick, il veut pas un latéral comme ça, il veut un latéral plus offensif, Koundé, il ferait partie des centraux. Donc au lieu d'avoir 6 centraux, on en aurait 7. Et là, avoir 7 défenseurs centraux, ça serait peut-être légèrement trop, je pense. Donc, Eric Garcia, déjà, repartirait probablement à Girone ou dans un autre club de Liga. Je pense qu'il y a des demandes pour Eric Garcia, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça ferait toujours 6 défenseurs centraux. Si Ronald, il s'en va, bon, c'est réglé. Je pense que si on a 5 défenseurs centraux, ça suffit. Voilà, on a deux titulaires de l'équipe, tu vois, Koubarsi et Koundé, par exemple. Christensen, qui peut jouer en rotation, Inigo Martinez aussi, et Michael Faye. Bon, ça ferait 3 droitiers, 2 gauchers. Ça va, c'est correct. On sait que Koubarsi et Christensen ont l'air d'être plus à l'aise à gauche, mais bon, peu importe, c'est pas très grave. Donc je pense que, comme je l'ai dit, Ronald ne partira pas. Donc du coup, je pense que celui qui sautera, c'est soit Faye, soit Inigo. Alors, vu que c'est mon mercato idéal, je vais faire sauter Inigo, parce que je préfère garder quand même Faye. Donc on aurait Koundé Araujo de base, titulaire je pense. Et puis voilà, Christensen, Koubarsi, Faye, je pense que ça suffit. En rotation, on a Faye, même si c'est pas l'idéal pour lui et qu'il pourrait vouloir partir pour avoir du temps de jeu, c'est une possibilité. Si Faye s'en va, on pourrait garder Inigo Martinez, lui qui ne serait pas contre être dans la rotation et jouer peu de minutes. Donc si on est dans cette optique-là de mettre Koundé dans l'axe, eh bien on voit que le poste de latéral, c'est soit Julian Araujo, soit Hector Ford titulaire. Et là, on va avoir un problème quand même. Sachant aussi qu'au milieu de terrain, Gavi, il va être absent une bonne partie de la saison. Donc là aussi, on a un problème. On va démarrer la saison avec un Frenkie qui revient à peine de blessure, soit Auriol, soit Casado. Donc moi, Casado titulaire, indiscutable, vous allez me dire, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand même, c'est un peu léger. Donc, on a à peu près identifié les postes. Quand on regarde là, l'effectif qu'on a, on a à peu près identifié les postes dont on a besoin, vraiment. On a besoin d'un ailier gauche. Est-ce qu'on va démarrer la saison avec soit Ansu Fati, soit Ferran Torres titulaire? Je ne pense pas. Voilà, donc là on a un ailier gauche à aller chercher. Dans l'axe, on va dire qu'on va faire confiance à Robert, on va essayer de retrouver un Robert Prime sous Flick. Et Lamine Yamal, je pense qu'il n'y a plus besoin de dire quoi que ce soit, sachant que Rafinha peut jouer à gauche et Ferran peut jouer aussi en doublure de Lamine, et on peut avoir par exemple Rafinha titulaire à gauche, c'est une possibilité. Mais je préfère quand même aller chercher Nico Williams par exemple. En 10, on a besoin de personne. Ça parle de Dani Olmo. Est-ce que c'est la priorité d'aller chercher Dani Olmo qui jouera donc ce rôle-là, parce qu'on l'a vu dans l'Euro, là où il est vraiment bon, Dani Olmo, même s'il peut jouer ailier, mais c'est pas un ailier de percussion, c'est pas un ailier comme les ailiers qu'on doit avoir. C'est pas un ailier comme Lamine, c'est pas un ailier comme Nico Williams, c'est plus un 10 qui peut jouer ailier. C'est un peu comme Pablo Torre, c'est un peu comme Fermin aussi, qui peuvent jouer ailier, mais c'est des faux ailiers qui rentrent dans l'axe. Je pense pas qu'on jouera vraiment. Je pense pas que Flick ait envie de ces ailiers-là, quoi. Donc, Dani Olmo, si on va le chercher, il passera devant Fermin. Et il se battra au poste avec Pedri et Gundogan. Est-ce que ça sert vraiment de mettre 60 millions, ou même si on l'achète en plusieurs fois sans frais, là, est-ce que ça sert de venir surcharger ce poste de numéro 10? Évidemment que non, ça sert à rien. Donc je comprends pas pourquoi. Voilà, si on avait suffisamment d'argent et qu'on pouvait acheter tous les joueurs qu'on veut, faire un effectif comme le Manchester City, je vous aurais dit oui, allons-y, on peut acheter Olmo, il peut jouer à gauche, il peut jouer au milieu, on pourra faire ce qu'on veut, vas-y, c'est parti. Mais c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc Olmo, déjà, pour moi, ça ne sert à rien. Maintenant, on voit le rôle de le poste de double pivot, et on voit quand même qu'on a besoin d'un joueur. Pas forcément d'un joueur titulaire, mais peut-être un joueur dans la rotation. Déjà, ce qu'on sait avec Flick, c'est qu'il joue pas forcément avec un pivot défensif. Par exemple, ça a beaucoup parlé de Zubimendi. Moi, si vous me demandez qui on doit faire venir en 6, je vous dirais, faut aller chercher Zubimendi, qui vaut le même prix que Dani Olmo par ailleurs. Donc est-ce qu'il vaut mieux mettre 60 millions sur Olmo ou 60 millions sur Zubimendi? La question elle est vite réglée. Maintenant, est-ce que Flick aime bien en tout cas joue avec ces profils-là? Ce n'est pas sûr, non. Ce n'est pas sûr. Parce que ce qu'on a vu quand il jouait soit en Allemagne, soit avec le Bayern, quand il entraînait ces deux équipes, il n'avait pas forcément de milieu défensif pur, pivot, voilà. Son pivot c'était Thiago Alcantara ou c'était Kimmich. Et c'est des joueurs qui défensivement sont pas les plus c'est pas des milieux vraiment défensifs en soi, c'est des milieux de terrain qui ont du ballon, qui ont une vista,
qui peuvent jouer et orienter le jeu, comme on va dire Busquets, pour donner un exemple concret par rapport au Barça. Mais c'est pas des milieux défensifs comme Busquets qui vont rester à leur position et qui vont défendre. Et c'est pas forcément ce que Flick veut. On l'a déjà analysé ça quand on a fait l'analyse de Flick quand il est arrivé. Il joue avec un double pivot, mais un double pivot qui bouge beaucoup et qui est assez offensif finalement. Tout le monde se projette un peu en attaque. En tout cas, c'est ce qu'on voyait avec ses équipes. Avec l'Allemagne, il a fait jouer Gundogan dans un double pivot. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je pense que Gundogan doit jouer à ce poste-là parce que pour moi, il est meilleur dans le dernier tiers. Il est meilleur à l'entrée de la surface. On l'a vu avec l'Allemagne pendant l'Euro. On l'a vu avec le Barça cette saison. Quand il jouait dans le double pivot, il était beaucoup moins bon que quand il jouait plus haut sur le terrain. Donc pour moi, Gundo doit rester là. Mais on sait que Flick l'a déjà fait jouer dans le double pivot avec l'Allemagne. Avec son Allemagne, il a déjà joué. Il jouait principalement dans le double pivot, en vrai, à côté de Kimmich ou d'autres joueurs, quoi. Donc après, dans le double pivot, voir un double pivot Frenkie de Jong, Gavi, ça me choquerait pas. C'est ce qu'on a vu en début de saison avec Xavi aussi, avant que Gavi se blesse. Et puis après, on a replacé. Après, on avait Auriol, mais Auriol, ça n'allait pas. Et puis après, on a mis Christensen à la place pour avoir ce côté défensif. Donc je pense que Flick, il voudra un profil plutôt de créateur et aussi de gars qui va au charbon. Concrètement. Et donc ça correspond à peu près à Frenkie et à Gavi, même si Frenkie n'est pas forcément... je trouve que c'est pas assez fort. Il faut qu'il élève encore son niveau, parce que garder les ballons, faire les tours sur lui-même, ça, on est d'accord que c'est le meilleur, mais il va falloir être plus important dans le jeu, parce que Flick, en plus, ce qu'il demande à son double pivot, c'est de savoir jouer long aussi. Et Frenkie de Jong, on l'a déjà soulevé plusieurs fois ce problème, il utilise très peu sa qualité de jeu long, sachant qu'il a une qualité de passe. Il sait faire des transversales, il sait orienter un petit peu le jeu. Ce que fait Kroos par exemple, orienter simplement, c'est très basique, hein, mais changer d'aile et envoyer un long ballon sur la mine par exemple qui est démarqué, ça c'est très simple à faire pour un footballeur, hein, qui a un peu de qualité de passe, un peu de vision de jeu, tout ça. Et je pense que Frenkie serait capable de le faire, et il faut qu'il le fasse de temps en temps. Et c'est ce que Flick va demander au double pivot, savoir jouer long aussi et jouer très vertical et très direct. C'est ce qu'il faisait avec son Bayern, et là on n'a pas les joueurs qui font trop ça, donc il va falloir vraiment qu'ils s'adaptent. Maintenant on voit, si Gavi sont blessés, sachant que Gavi va être mis de côté pendant un petit moment, le temps qu'ils reviennent, peut-être novembre, ça parle de choses comme ça. Donc si Gavi revient en novembre, qui on va avoir là? Si Gavi on le met de côté, on a ça en double pivot. Et là c'est compliqué, donc on sait qu'on peut mettre Gundogan, sauf que Pedri il est pas à 100% non plus. Donc on va avoir Fermin qui est au JO, qui fera pas forcément la préparation. Donc on a ces petits problèmes là, donc on voit qu'il faut quand même qu'on aille chercher un gars dans le double pivot. Maintenant la question c'est, vu qu'il y a Gavi, vu qu'il y a Frenkie, est-ce qu'il faut aller chercher un gars qui va être plutôt en doublure dans la rotation, ou est-ce qu'il faut aller chercher un titulaire indiscutable, sachant que moi, si vous me posez la question, Gavi doit être titulaire quand il reviendra, quand il sera à 100%, quand il sera apte, il doit être titulaire déjà. Frenkie de Jong aussi, pour moi, il faut qu'il soit titulaire. S'il reste au Barça, il faut que Frenkie de Jong est titulaire. Donc voilà. Est-ce qu'il faut aller chercher un gars qui va passer devant eux, ou est-ce qu'il faut aller chercher un gars qui va être au niveau, mais qui va être dans la rotation, qui va étoffer un petit peu le banc aussi, et nous permettre de faire souffler ces joueurs-là avec toujours de la qualité sur le terrain, tout simplement. Donc, on a identifié un autre poste, il nous faut, c'est un poste dans le double pivot, un milieu de terrain un peu box to box peut-être. Sachant que avec la B, on a Marc Bernal, tout ça, mais ça reste un petit peu léger pour venir dans la rotation et pouvoir jouer contre n'importe quelle équipe, c'est un peu léger. Après en défense, voilà, comme on l'a dit, on a Baldé, on a Vaillé, sur la gauche c'est un peu léger et sur la droite ça l'est encore plus. Si Koundé joue central, c'est une possibilité, et bien latéral droit ça va pas du tout. Donc on a identifié un autre poste, pour moi il faut aller chercher au moins un latéral droit. Donc maintenant quels sont nos choix, je vais pas vous faire tout le marché, vous dire on va aller chercher lui, on va aller chercher lui, on va aller chercher lui. On va rester par rapport aux rumeurs qu'on a, aux rumeurs crédibles. Concrètement, les rumeurs qu'on a par rapport au milieu, par rapport aux ailiers, par rapport aux latéraux, c'est clair. Ailier, Nico Williams, priorité absolue pour l'ailier, le poste d'ailier, je pense que c'est important. Je pense que c'est le moment ou jamais de poser l'argent sur Nico Williams. Nico Williams, il a une clause libératoire à 58 millions, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle. Quand on regarde la cote de Nico Williams, elle grimpe en flèche tout simplement. Là, il est coté à 70 millions pour le moment. C'est évident que c'est un joueur à aller chercher. 58 millions, c'est l'occasion ou jamais. Si d'un coup il a plus de clause, son club peut demander. C'est le type de joueur où tu peux demander 80, 90 millions pour un ailier, un attaquant. On connaît les prix un peu du marché qui sont très élevés. Ça peut grimper très rapidement. Donc 58 millions, c'est un peu donné quoi. Donc Nico Williams comme priorité absolue, ça me paraissait évident.
évident. Maintenant, pour le poste de milieu de terrain, les rumeurs qu'on a, c'est Mikel Merino. Il fut un temps Zubimendi, mais je crois quand même que la rumeur, elle est plus un départ vers l'Angleterre pour Zubimendi. Arsenal, il y a une nouvelle rumeur Manchester United. On sait que Manchester United, enfin les Anglais en général, ils n'ont pas de problème pour acheter. La clause à 60 millions, c'est bon, c'est des petites pièces pour eux. Donc ça parle de Mikel Merino, ça parle de Joshua Kimmich. Donc aller chercher un des deux, moi j'ai ma préférence quand même pour Kimmich. Maintenant en termes de profil, déjà Kimmich, est-ce que c'est vraiment le gars dont on a besoin? Pour moi, si Kimmich vient, tu vois, par exemple, si Frenkie part, pourquoi pas aller chercher Kimmich, avoir un double pivot avec Kimmich qui remplacerait un petit peu Frenkie, parce que Kimmich c'est un très bon joueur de ballon. Très bonne vista, tout ça, même s'il a joué énormément en tant que latéral droit ces derniers temps. Mais c'est pas un milieu défensif qui va gratter et récupérer énormément de ballons. Enfin, il va en récupérer, certes, mais c'est pas le gars défensif. C'est un peu comme Frenkie, tu vois. Il joue dans le double pivot, mais Frenkie récupère pas un ballon, quoi. Il va récupérer de temps en temps, il va faire l'effort quand il a envie, mais c'est pas un mec qui va gratter les ballons, mort de faim, qui va tout le temps être là, tu vois. Il faut aussi avoir un gars à côté qui va. On l'a vu quand on avait le double pivot. Frenkie, Busquets, ça marchait beaucoup mieux parce que Busquets avait les tâches un petit peu défensives et Frenkie, il était un petit peu plus libre, voilà, les deux s'entraidaient, quoi, on va dire. Donc il faut que ça soit ça dans le double pivot. Donc si on avait un double pivot Kimmich, Frenkie de Jong, défensivement, je suis pas sûr du machin. Je suis pas très sûr du machin. Maintenant, Kimmich, c'est un très bon joueur de football, c'est un joueur qui peut jouer latéral droit, on l'a vu, sachant qu'on a des besoins en termes de latéral droit, on a un gros besoin. Au milieu de terrain, on a aussi besoin de joueurs. Donc Kimmich, en termes de talent pur, moi je vous dis, allons chercher Kimmich. Maintenant, on sait que le mercato il va être difficile, on sait qu'on va pas pouvoir aller chercher les joueurs qu'on veut. Donc vu qu'on va poser déjà pas mal de thunes sur Nico Williams, est-ce qu'on pourra, ou en tout cas peut-être par rapport à la masse salariale, est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Kimmich qui a un gros salaire? Ça il faut vraiment se le mettre en tête, parce que Kimmich, on peut poser 30 millions sur lui, c'est que dalle, mais le problème, ça va être le salaire après derrière. On a un gros salaire avec Lewandowski qui a encore augmenté et qui va rester là la saison prochaine tranquillou. Doigt de pied en éventail avec un salaire monstre. Voilà, il y a Frenkie qui a toujours un salaire monstre. Il y a Ronald Araujo qui est en train de négocier pour avoir un plus gros salaire. On a des infos qui sont sorties comme quoi l'agent qui est Jorge Mendes, je crois, l'agent de Lamine qui commence à dire bon bah il va falloir penser quand même à augmenter un petit peu le salaire. Donc là, on sait surtout qu'on a beaucoup de pépites, beaucoup de jeunes joueurs qui sont à un potentiel énorme et qui vont prendre de l'ampleur avec les années, donc petit à petit on va devoir les augmenter aussi, tu vois. Comme Lamine, Nico pareil, là le salaire qu'il a à Bilbao, il peut très bien demander un salaire un petit peu plus élevé au Barça, tu vois. Ce serait logique, avec l'euro qu'il fait, il est jeune mais après il commence à prendre de l'âge, enfin tu vois il devient plus âgé, donc plus confirmé, donc au bout d'un moment son salaire ça suit aussi, donc c'est de la logique tout ça, et ça va être compliqué pour nous d'enregistrer tout le monde. Donc Kimmich, pour moi ça va être pas vraiment possible parce que son salaire à mon avis il est trop élevé, il est beaucoup trop élevé. Le salaire de Kimmich c'est peut-être équivalent à celui de Frenkie de Jong, donc c'est pour ça que je dis, si on vend Frenkie de Jong, si Frenkie de Jong il part, là, à ce moment-là, oui, tu peux aller chercher Kimmich. Sinon, ça me paraît un peu impossible. Donc, qui aller chercher au milieu de terrain? Il y en a plein qui parlent ça parlait d'Onana à un moment. Bon, moi, je trouve que Onana, quand on voit son euro, alors il faut pas s'arrêter à ça, mais quand on voit l'euro qu'il fait, je suis pas sûr que ça soit le milieu de terrain dont on a besoin. Comme je l'ai déjà dit, j'avais déjà sorti des vidéos par rapport à ça. J'avais déjà sorti une vidéo avec Warthog, on parlait un petit peu des besoins du Barça, tout ça. Et quand on voit Onana, on se dit, est-ce qu'on a plus besoin d'un joueur qui va être bon sans ballon ou bon avec ballon? Alors le mieux ça serait d'avoir les deux, mais quand on voit par exemple Christensen qui est bon sans ballon, agressif tout ça, mais avec ballon il a beaucoup de mal à jouer vers l'avant, à faire des passes risquées, faire des passes qui vont casser des lignes. Là avec Onana c'est un peu la même chose, l'euro qu'il fait il est cataclysmique pour moi. Concrètement, il est cataclysmique. Il n'apporte rien dans le jeu en fait. C'est pas comme si je l'avais suivi toute la saison avec Everton. Je suis pas sûr que ça soit vraiment très différent, tout simplement. Quand tu joues à côté de Kevin De Bruyne mais t'arrives pas à jouer, frérot, ça veut rien dire, mais quand même. Je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez avec ballon. Il n'apportera pas de plus-value avec ballon à cette équipe du Barça, concrètement. Donc, je partirais, moi, perso, par rapport aux rumeurs, comme je l'ai dit, je partirais sur Mikel Merino, même si je l'ai déjà dit, j'ai dit que c'était pas le joueur qu'il fallait absolument aller chercher, mais c'est plutôt, pour moi, un joueur de rotation, à la limite, en fait. S'il faut aller chercher un joueur qui est pas très cher, qui demandera pas un trop gros salaire, qui va pouvoir s'adapter très rapidement dans l'équipe, parce que déjà, espagnol, parce qu'il joue en Liga, parce qu'il connaît
beaucoup de joueurs qui sont au Barça. En termes d'adaptation, en termes de salaire, économie, tout ça, ça c'est peut-être l'option la plus crédible en fait, tout simplement. Je dis pas que c'est le joueur idéal pour moi, c'est pas un joueur. Déjà, il vient pas pour être titulaire au Barça. Pour moi, il vient pour être un joueur de banc. C'est pour ça que le Barça aussi le surveille, on va dire. C'est aussi parce qu'il coûte que dalle. Concrètement, ça coûterait 20 millions, un truc comme ça. Acheter un joueur comme Mikel Merino. Alors c'est pas un top joueur, mais franchement 20 millions c'est donné. Quand on connaît les prix du marché, quand on sait que le Barça veut acheter le moindre joueur, on dépense je sais pas combien, quand on sait qu'on a acheté Vitor Roque pour 30 millions plus 30 millions de bonus, alors que concrètement pour l'instant ce qu'on a vu c'est qu'il vaut rien. Bien sûr je dis ce qu'on a vu, il peut s'améliorer, il peut jouer un petit peu mieux tout ça, mais à l'instant T il vaut pas du tout son argent Vitor Roque. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc 20 millions pour Mikel Merino, champion d'Europe avec son pays, qui a plutôt fait une très bonne saison avec la Real Sociedad, je trouve que c'est pas très élevé. Donc avoir un Mikel Merino en doublure, et comme ça te permettrait de, quand Gavi revient, avoir un Gavi et un Frenkie de Jong titulaire, et Mikel Merino dans la rotation. Je pense que Mikel Merino aussi viendrait au Barça, sachant qu'il ne sera pas forcément titulaire, tu vois. Peut-être un joueur important dans la rotation qui aura ses minutes, mais pas un joueur qui arrive pour dire je vais m'imposer au Barça et je vais être titulaire, tu vois. Donc ça serait un achat comme ça, tu vois. Dans l'idéal, comme je l'ai dit, je me répète, dans l'idéal, il faudrait aller chercher un top milieu de terrain pour cette équipe. Certes, le problème, c'est qu'on n'aura pas forcément l'argent parce que la priorité du club absolu, c'est Nico Williams, on le sait tous, même si qu'on soit d'accord ou pas, c'est le cas. Et derrière, tu pourras pas forcément aller chercher un top 6. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais oui, moi je voulais Zubimendi, les gars. Moi je veux un milieu, un pivot. Mais comme je l'ai dit, je le répète, le mercato aussi se fait par rapport au coach. Quand il y avait Xavi, on savait qu'il voulait un pivot, un pur pivot, milieu défensif pivot, quoi. Comme Busquets, comme Zubimendi, des mecs comme ça, comme Oriol Romeu. Non, on sait qu'il voulait Zubimendi et on n'a pas pu, on allait chercher Oriol Romeu, donc c'est différent. Le Rodri de Wish. Donc si vous me dites, est-ce qu'on va chercher Zubimendi ou Mikel Merino, je vais vous dire, on va chercher Zubimendi, matin, midi et soir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est trop d'argent et, comme je l'ai dit, Flick voudrait pas forcément, je pense pas que dans ces équipes il n'y a jamais eu vraiment de milieu défensif comme ça. Il y avait des milieux travailleurs, des mecs comme Goretzka, mais Goretzka c'est pas un pur pivot défensif, tu vois, c'est pas ce profil là. Donc je pense que son Goretzka ça sera Gavi et son Kimmich ou son Thiago Alcantara ça sera Frenkie de Jong. C'est pas des profils qui collent parfaitement, mais pour faire simple ça sera plus ou moins ça, quoi. Donc je pense qu'un Mikel Merino ça pourrait faire l'affaire dans la rotation, tout ça, c'est pas idéal, mais voilà. Maintenant, il y a le poste de latéral droit. On a eu deux rumeurs. On a Cancelo, concrètement, qui était prêté et qui est reparti, mais on sait que Jorge Mendes, Laporta, tout ça, on sait que Cancelo veut rester et que peut-être que le club veut le garder. Et puis après, il y a la deuxième rumeur qui est celle de Frimpong. Je pense que Flick voudrait plus Frimpong que Cancelo. Maintenant, est-ce que c'est un profil adapté ? Je sais pas. En tout cas, c'est une envie de Flick. Donc si Flick veut Frimpong, ça veut dire qu'il a quelque chose en tête. Il pourrait jouer. Il pourrait jouer dans son équipe, dans son système, quoi. Mais quand on regarde Frimpong dans son ancien club, il jouait piston. Il jouait avec 3 centraux derrière. C'était pas du tout la même configuration. Et défensivement, il n'avait pas besoin d'autant travailler, Frimpong. Donc là, s'il joue au Barça, on joue avec 4 défenseurs, dont 2 latéraux très offensifs. Il va falloir faire un travail défensif aussi, à moitié piston, mais aussi revenir quand même défendre, parce que derrière, tu n'as pas 3 centraux, t'en as que 2. Peu importe qui c'est, t'en as que 2. Donc, compliqué. Donc, est-ce que Frimpong est le profil idéal pour moi dans cette équipe ? Pas forcément. Maintenant, Cancelo, on sait que c'est aussi un joueur très offensif et que défensivement, on a eu des problèmes dans les transitions cette saison. Donc, aller chercher un Cancelo ou aller chercher un Frimpong en soi, est-ce que c'est du pareil au même ? Je dirais que non, mais voilà. On va quand même regarder un petit graphique. Donc là, le graphique qu'on a, c'est la saison de Joao Cancelo en termes de stats et la saison de Frimpong. Donc Cancelo, c'est le petit graphique bleu et Frimpong le petit graphique rouge. Défensive, en termes d'action défensive, il y a quand même une sacrée différence. Il y a une sacrée différence. En termes d'action défensive, Frimpong est quasiment à rien, quoi. 1,9. Alors vous allez me dire à quoi ça correspond 1,9 ? Je ne sais pas exactement, voilà. Je ne sais pas exactement parce que c'est en termes de pourcentage ou de... Voilà, mais on voit quand même la différence concrètement. C'est pour vous montrer à peu près qu'on comprenne ou pas ce graphique. En tout cas, c'est pour montrer
montrer la différence par rapport aux stats des profils des joueurs, quoi. Donc en bleu, on a quand même beaucoup plus de duels aériens de Cancelo par exemple. Frimpong, c'est quasiment nul. Des duels défensifs, donc des duels en général, je dirais, mais pour récupérer la balle, quoi, des duels. On a un pourcentage plus élevé de la part de Cancelo. En termes d'action défensive, même si Cancelo n'est pas le gars qui a le plus d'actions défensives pour un latéral, c'est quand même beaucoup plus important que Frimpong. Passe progressive, Cancelo est beaucoup plus élevé parce que Frimpong peut-être aussi joue beaucoup plus haut que Cancelo, donc peut-être qu'il fait moins de passes progressives. En termes de Dix assist, donc les passes décisives attendues, Frimpong il est légèrement au-dessus. Je pense que vu qu'il est plus offensif, forcément il a plus d'action, tout ça. Au niveau des centres, Cancelo est légèrement devant. Et au niveau des carrying, donc ça c'est ça c'est quand tu portes le ballon, Frimpong est légèrement au-dessus de Cancelo, mais voilà, c'est assez proche. Donc en termes de profil, si on devait aller chercher un mec qui on a un peu peur qu'il défende pas, Frimpong, là on peut sacrément avoir peur parce que dans son équipe, bien sûr les stats là sont par rapport au Bayer Leverkusen évidemment. Donc c'est pas les mêmes systèmes de jeu, c'est pas les mêmes championnats, tout ça. Donc, mais c'est pour vous dire que la saison dernière, Frimpong, c'est pas un joueur qui a beaucoup défendu. Donc aller chercher un mec comme ça qui ne défend pas, sachant qu'on a des problèmes quand même dans les transitions défensives et même défensivement en général, complicado l'histoire. Donc certes, c'est un très bon joueur offensif Frimpong, mais défensivement c'est compliqué. Quand on regarde juste en dessous les joueurs similaires par rapport aux data donc de Frimpong sur l'année dernière, on a Carrasco, le Belge, donc qui est un ailier. On a Yann Couto aussi de Girone, là, qui est aussi un ailier. Et on a Rodrigo Riquelme qui est aussi un ailier piston avec l'Atlético Madrid. Donc vraiment on a des joueurs en termes de similitude quoi. On a quand même principalement des joueurs très offensifs ou alors des joueurs qui jouent dans un système avec des pistons tout simplement. Donc des joueurs un petit peu plus offensifs que chez nous quoi. Donc la question c'est est-ce qu'il faut aller chercher Frimpong ou Cancelo. Moi je partirais sur Cancelo, c'est un joueur qu'on connaît déjà. On sait qu'il pourra s'adapter au club plus rapidement parce qu'il sort d'une saison avec le Barça et c'est déjà ce qu'il a à faire. Il connaît les joueurs, il est déjà très aimé des supporters, du vestiaire, tout ça. Il est déjà adapté, il n'y a plus qu'à, tu vois. Donc Cancelo, c'est pas un joueur pour moi qu'il faut aller acheter. Concrètement, c'est un joueur, il faut encore se le faire prêter par City, ça serait l'idéal. Maintenant, est-ce que City va vouloir le prêter, tout ça, c'est une autre question. C'est compliqué, mais dans l'idéal, pour moi, il faudrait se faire prêter encore une saison Cancelo. Tout simplement. Sachant qu'on a vu qu'il pouvait dépanner à gauche, qu'il pouvait jouer à droite. Pour moi, il est beaucoup plus fort à droite. Il a beaucoup plus de liberté quand il rentre dans l'entrejeu, au milieu de terrain, dans l'axe. Sachant que j'aimerais beaucoup voir une complémentarité entre Cancelo et Lamine Yamal. Ça serait le football à l'état pur, quoi. Tout simplement, j'ai envie de vous dire. Imaginez un côté droit, une animation offensive côté droit avec Lamine Yamal et Cancelo, les amis. Avec Pedri ou Gundogan en 10, c'est du caviar, quoi. C'est du caviar. Donc, moi, j'aimerais beaucoup voir ça. Frimpong aussi, forcément, c'est un joueur qui me plaît. Maintenant, en termes de profil, moi défensivement, j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. Après, si vous me dites que Flick, la saison prochaine, on va jouer à 3 centraux, qu'on va jouer avec des pistons, un peu comme dans le système du Bayer Leverkusen, je vais vous dire, bah oui, à ce moment-là, oui, allons chercher Frimpong si vous voulez, tu vois, Baldé d'un côté, Frimpong de l'autre, pourquoi pas. Mais je pense pas que Flick jouera comme ça parce que je pense qu'il va jouer dans un 4-2-3. On va retourner dans le 11 de la saison prochaine. Donc on a nos 3 joueurs là. 3 recrues. Je pense qu'on ne pourra pas faire beaucoup mieux que ça, dans le sens où on va mettre beaucoup d'argent sur Nico, un gros investissement sur Nico, qui va venir pour être titulaire d'entrée. On a Cancelo aussi qui va jouer titulaire à droite. Bon, comme je l'ai dit, hein, on a toujours Koundé, tout ça. Donc, est-ce que Koundé sera le latéral ? Si Koundé est latéral droit titulaire, indiscutable, est-ce qu'on a besoin d'aller se prendre la tête à prendre Cancelo ? Si Koundé nous suffit, derrière on a des remplaçants. Voilà, on peut rester avec Koundé et du coup investir un petit peu plus sur le milieu de terrain. Investir sur potentiellement par exemple Kimmich si c'est possible et avoir Kimmich soit en milieu de terrain soit en latéral droit. Ça pourrait être une solution aussi, on le sait. Kimmich a déjà joué latéral droit avec Flick. Flick l'a déjà fait jouer latéral droit. Donc on a Merino qui s'installe ici au milieu, on a Nico, on a Cancelo. Je pense que c'est les 3 postes qu'il faut aller chercher. Maintenant, on n'a pas tous le même avis. Je pense qu'on est tous d'accord pour Nico Williams. Maintenant, Merino, je suis d'accord. Cancelo aussi, ça peut faire débat. Il y en a peut-être qui veulent pas de Cancelo, qui préfèrent Frimpong ou un autre gars, je ne sais pas. Me dites pas, faut aller chercher Kyle Walker par exemple, ou faut aller chercher Rodri. Je sais, moi aussi je voudrais aller chercher Rodri. Je vous fais un milieu de terrain Gavi Rodri, double pivot avec Pedri en 10, 100% espagnol, et oui, et oui.
parce que je suis comme Flick, j'aime beaucoup les Espagnols. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal. Maintenant, est-ce qu'il va falloir dégager d'autres un petit peu de joueurs, quoi? Par exemple, ça parle de Ferran Torres ou Ansu Fati. Ferran Torres, c'est plus compliqué de le vendre, parce que je pense pas qu'on pourra le prêter vraiment, le Tiburon. Et Ansu Fati, on sait pas trop. Pour le moment, Ansu Fati, moi j'aimerais beaucoup le voir déjà en pré-saison, voir ce que ça peut donner. Ça peut être une doublure intéressante. Maintenant, si jamais on prête ou on vend Tigrinho, ce qui est quand même une petite rumeur aussi, c'est une possibilité, eh bien Ferran pourra jouer la doublure de Lewandowski, même si c'est pas l'idéal, hein, toujours, hein, je suis d'accord, mais en tout cas ça sera le cas, il pourra. Il y a Ansu Fati aussi potentiellement qui peut jouer dans l'axe, et Ferran sur le banc, voilà, à voir. Mais dans un premier temps, bon, voilà, je pense que Ferran il est intouchable dans le sens où il est invendable, dans le sens où personne ne le veut. Je sais que tout le monde veut le vendre, va trouver un club qui le veut, quoi. Derrière on a Ansu Fati, voilà, je pense qu'on est assez fourni. Merino, ça peut être un gars assez sûr de ton équipe sur le banc. On a besoin de joueurs de rotation, parce que là si on a Frenkie et Gavi titulaires, moi ça me va. Mais comme je l'ai dit, dans la rotation on a Oriol, Merino, Casado. Enfin Merino s'il est là, c'est léger. C'est très léger dans la rotation. Donc, aller chercher un joueur titulaire indiscutable, pourquoi pas? Mais pour moi, voilà, ça serait dommage de mettre soit Frenkie, soit Gavi sur le banc, sachant que Gavi, pour moi, c'est indiscutable, ça ne sera pas le cas. Même si on sait voilà, que Gundogan peut descendre, mais pour moi, il ne doit pas. Comme je l'ai dit, il ne doit pas, en fait. Donc, pour moi, c'est même pas une possibilité de mettre Gundogan en double pivot, parce qu'on a vu ce que ça a donné la saison dernière, c'était pas bon. Maintenant, il y a la petite question, est-ce qu'on prête encore Julian Araujo? Qu'est-ce qu'on fait avec Forte? Pour moi, Forte, on doit quand même le garder en rotation. On sait que Cancelo ou Forte peuvent dépanner à gauche. On ne sait pas ce que Vaillé il vaut au Barça, parce qu'il a jamais vraiment joué, il a fait un bon prêt, tout ça, mais est-ce qu'il sera au niveau? Est-ce qu'il est au niveau pour remplacer Baldé si jamais Baldé se blesse encore ou Baldé est suspendu ou quoi que ce soit? Est-ce que Vaillé peut être titulaire, tu vois? Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien prendre Cancelo, parce que si jamais Vaillé n'est pas au niveau, ou alors je sais pas, si Baldé est pas dispo, on sait qu'on peut dépanner avec Cancelo à gauche et on sait qu'on peut mettre Koundé à droite. Si c'est pour un match ou deux, il n'y a pas de problème, tu vois. C'est pour ça que Cancelo, on sait déjà ce que ça peut donner, et pour moi c'est une option assez intéressante. Voilà, c'est tout pour cette vidéo mercato. Je pense que je sais pas ce que ça donnera. Je sais pas si je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. J'ai essayé d'exposer mes idées par rapport à la réalité aussi du club. De faire, comme je l'ai dit, vous faire un mercato. On va chercher Rodri ou Zubimendi. On va chercher Dani Olmo en 10. Nico Williams. On fait revenir Ronaldinho et Messi en attaque. Moi, je veux bien. Je veux bien. Mais ça va être compliqué de tout faire. Il va falloir choisir. Je pense que le club a choisi pour Nico Williams. Et le reste, ça sera avec ce qu'on peut faire, quoi, on va dire. On va essayer de gratter de l'argent, faire les fonds des tiroirs et voir ce qu'on peut faire. Maintenant, là, ça parle de signer Olmo et Nico Williams. Pour moi, comme je l'ai dit, Dani Olmo n'est pas la priorité du tout. Il faut aller chercher plutôt un mec, on l'a vu. Les numéros 10, on en a. Et me dites pas, ouais, il faut absolument aller chercher Olmo, quand on entendait beaucoup la saison dernière dire « Ah, pourquoi Xavi il fait pas jouer Fermin, c'est abusé, c'est un scandale. » Et d'un coup, il faudra aller chercher Dani Olmo qui a le même poste que Fermin Lopez et que Dani Olmo, du coup, passe devant Fermin. Fermin, les gars, c'est aussi un petit peu le futur. Quand Gundogan, imaginez que Gundogan, il parte, je pense pas qu'il partira cet été, mais imaginez, il parte la saison prochaine, imaginez qu'il parte là. On aura qui en 10? On peut avoir Pedri, on peut avoir Fermin, quoi. Et Fermin, faut qu'il level up aussi, faut qu'il joue, faut le développer. On a vu qu'il avait du talent, on a vu qu'il devait s'améliorer, mais faut qu'il joue pour ça. Et si on fait venir Dani Olmo en 10, on aura 3 joueurs qui peuvent être titulaires en 10 sans problème, et Fermin Lopez derrière, sachant qu'il y a aussi Pablo Torre pour le moment, donc ça sert à rien. Dani Olmo, pour moi, c'est pas du tout la priorité. Pas du tout. Par contre, si on vendait Ferran Torres, si Pablo Torre n'est plus là, par exemple, si Pedri peut jouer dans le double pivot, si Flick pense que Pedri peut jouer dans le double pivot, là, oui, et si on a l'argent pour, là, je vous dis, c'est un peu différent. Mais à l'instant T, pour moi, mon mercato idéal, voilà, c'est ça. Je sais pas si on sera d'accord, mais j'espère quand même que ma vidéo vous a plu, que mes arguments, vous les avez compris. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée. Ciao, ciao.